Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Karine Schaaf avec Magali Fichter de France Bleu Lorraine Nord. Je vous emmène à Bitche, gros bourg de Moselle. Aujourd'hui, il neige à gros flocons et le ciel est tout gris. Mais il y a 20 ans, le dimanche 22 juillet 2001, le soleil est éclatant et la chaleur écrasante. Karine a 16 ans, un regard doux, une famille aimante. C'est les vacances, elle vient de passer avec succès son bac de français. Et pour ses bons résultats, elle a eu un cadeau de ses parents, un nouveau vélo. Karine, c'était la douceur. Elle écoutait facilement les gens, elle avait beaucoup de compassion pour tout le monde. Physiquement, elle ressemblait plus à mon mari, mais intérieurement, on était extrêmement proches et rien que de la voir, je savais tout de suite si elle était contente, si sa journée n'avait pas été bonne. On se comprenait sans forcément avoir à se parler. Je ressentais facilement ce qu'elle éprouvait et tout. Elle avait eu son vélo, elle avait ce qu'elle voulait, elle était heureuse, elle manquait de rien. La seule chose à laquelle elle tenait vraiment pour cet été-là, c'était d'avoir ce vélo. Elle l'avait eu le lundi, ça c'était le dimanche. Ce dimanche-là, la maman de Karine, Edith, que vous venez d'entendre, s'en souviendra toute sa vie parce que ce jour-là, Karine a eu le droit de partir seule avec ce vélo pour aller voir une copine. Elle passe par la zone artisanale pour éviter la circulation du centre-ville et c'est là qu'elle disparaît. Les gendarmes, appelés par un témoin, retrouvent son vélo moins d'une heure plus tard, abandonné, abîmé sur le bas-côté. Dans l'herbe, des petits débris de voiture. Est-ce que c'est une fugue, un enlèvement ? Aucune piste n'est écartée et des recherches sont immédiatement lancées. Il n'y avait aucune raison de penser à une fugue. Ça, c'était tout de suite écarté. Pour moi, même pas une seconde, je suis partie dans ce sens-là. C'était pas possible. Moi, j'étais sur l'enlèvement dès le départ. L'enlèvement, ça, j'en étais sûre. Cet après-midi-là, c'est un peu par hasard que la famille de l'adolescente va comprendre qu'elle a disparu. Son père Roger et son frère Fabrice passent à côté des gendarmes qui viennent de retrouver le vélo. Ils se disent « Tiens, on dirait le vélo de Karine ». Et puis finalement, non, ça peut pas être ça. Et en fait, c'est quelques heures plus tard qu'ils vont comprendre que si, c'était bien son vélo, mais que Karine n'est plus là. On ne voyait pas la raison pour laquelle elle pourrait avoir été enlevée. On n'est pas riche, elle n'avait pas de problème de petits copains puisqu'elle n'avait pas de petits copains. Donc, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Il n'y avait pas de raison que Karine se fasse enlever. Et les faits étaient là, son vélo était là, elle n'était plus là. Donc, ça ne pouvait être qu'un enlèvement. Dans notre tête, ça ne pouvait pas être autre chose. Le témoin qui a appelé les gendarmes décrit une scène bizarre, une première piste pour les enquêteurs. On peut dire que c'est un véhicule clair de marque japonaise. Donc ce serait un véhicule clair qui est parti en faisant un grand demi-tour et en partant à toute vitesse. À ce moment-là, une enquête est ouverte pour enlèvement en vue de séquestration. Le vélo est envoyé en région parisienne pour être analysé. Le problème, c'est que tout ça prend du temps, des jours qui semblent interminables. Les 2-3 premiers jours, vous voyez encore la gendarmerie. Vous vous dites, il va la retrouver rapidement. Il n'y a pas de raison qu'il ne la retrouve pas. Ça peut pas être si loin, ça peut pas. Mais quand vous voyez que les journées passent, qu'ils vous parlent de toutes les portes qui vont ouvrir les unes après les autres et bien vérifier chaque chose, vous leur faites confiance parce que vous n'avez pas vraiment non plus le choix. Vous n'avez que eux en qui vous pouvez avoir confiance. À l'époque, c'est chez Roland Hoff, le patron de l'hôtel-restaurant de la gare de Bitche, que tout le monde se retrouve pour organiser les recherches. 20 ans après, le restaurant est bien plus vide, mais lui, il se souvient. Il se souvient notamment du jour où Fabrice, le grand frère de Karine, est venu le trouver. Fabrice avait besoin d'un soutien, sa famille était tellement désemparée, il lui fallait quelqu'un qui soit un peu en dehors. J'ai pu imprimer des affiches, des tracts, et avec d'ailleurs la collaboration de Fabrice, qui va donner un sérieux coup de main, mais aussi de beaucoup de ses amis, parce qu'il faut dire que particulièrement la jeunesse bitchoise a été très touchée et a tout de suite fait corps autour de Fabrice. Et donc c'est eux qui distribuaient les tracts, ils ont mis en place un site internet. Sur le terrain, les battues continuent. Par petits groupes, les gendarmes ont quadrillé de nouvelles zones autour de Bitche. Un travail difficile pour la 60aine d'hommes qui participent aux recherches.
En ville, la mobilisation des habitants reste intense. Les affiches avec le signalement de Karine se multiplient sur les vitrines des magasins. L'émotion est vive. Personne ne s'explique cette disparition. Un numéro vert est créé pour recueillir les témoignages. Les gendarmes reçoivent des centaines d'appels et explorent toutes les pistes. Les habitants s'investissent aussi dans les recherches. Ils aident les enquêteurs à quadriller les forêts profondes du pays de Bitche, à fouiller une à une d'anciennes casemates de la ligne Maginot. Des planeurs du club amateur du LM survolent même les bois. Mais cette solidarité, sur le coup, Edith ne l'aperçoit que de très loin. À ce moment-là, on est tellement dans la peur. Il n'y a que la gamine qui compte. Tout le reste qui se passe autour, que les gens vous aident et tout ça, c'est à côté. Le primordial, c'est Karine. Toujours aucune trace de Karine. Les enquêteurs sont à la recherche du moindre indice. Ce matin, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur les lieux de la disparition. Les débris prélevés sur place ont déjà permis de déterminer le type de véhicule dans lequel Karine aurait été embarquée dimanche, une Mazda 323 de couleur claire. C'est l'espoir de tous les instants, c'est la peur, le temps était orageux, il faisait très chaud. C'était l'été, vous ne saviez pas si elle est enfermée quelque part, si elle est dehors, si elle est vivante. Vous la voulez vivante. C'est extrêmement lent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Les gendarmes recensent toutes les voitures de Lorraine et d'Alsace qui correspondent à la marque, à la couleur et à l'année du véhicule qu'ils recherchent depuis le début de l'affaire. Un travail de fourmi qui leur permet finalement de mettre la main sur le propriétaire. Il vit à Mulhouse, mais en fait, c'est un enfant du pays. Il vient de Bitche, il s'appelle Stefan Kraut et il a 23 ans. Après 10 jours d'attente, de recherche, d'angoisse pour la famille, Stefan Kraut est placé en garde à vue et il ne va pas mettre longtemps à avouer. Il a percuté Karine. Elle est morte. Mais selon lui, c'était un accident. Ce jeune homme encadré par les gendarmes a avoué cette nuit le meurtre de Karine. Stefan Kraut a 23 ans. Il a reconnu avoir tué en la renversant avec sa voiture la jeune fille qui circulait à vélo. Sous l'emprise de stupéfiants, paniqué, Stefan Kraut défend sa version, un simple accident. Je me suis arrêté, je suis descendu, j'ai vérifié, j'ai trouvé donc le corps allongé. J'ai paniqué parce que j'avais pris du résine de cannabis. J'ai mis le corps dans le véhicule avec l'intention de l'emmener donc à l'hôpital de Haguenau, qui est l'hôpital apparemment le plus proche. Et ensuite, donc, j'ai à nouveau paniqué et là, j'ai sorti le corps du véhicule et j'ai mis le feu. Quelques heures après avoir avoué, Stefan Kraut conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Karine, dans la forêt de Mutterhus, un endroit difficile d'accès que même les habitants les plus anciens du coin, comme Roland Hoff, ne pouvaient pas soupçonner. C'était vraiment un endroit très difficile à repérer, même vu du ciel. Les sapins avaient enveloppé ça comme dans un cercueil. Le matin, déjà de bonne heure, les gens qui écoutaient la radio dans la voiture apprenaient que ma fille allait être retrouvée et assassinée. Alors que nous, on avait toujours l'espoir de la retrouver vivante. Mon mari et moi, on nous a ramenés dans un bureau et quand ils nous ont dit comme quoi que... Ils m'ont dit, mais écoutez, Madame Schaaf, vous devez bien vous rendre compte qu'après autant de jours, elle est forcément décédée. Là, je leur ai reproché de ne pas l'avoir trouvée vivante. Mais bon... On vous explique que vous ne la reverrez pas parce que dans l'état où le corps a été retrouvé... La question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Karine ? Est-ce que c'est le choc avec la voiture qui l'a tuée ou autre chose ? Est-ce qu'elle a été violée ? Stefan Kraut s'accroche à son histoire d'accident. Les premiers résultats de l'autopsie ont révélé la présence sur le corps de la victime d'un traumatisme crânien et de plusieurs côtes cassées. L'autopsie a démontré également que le corps de Karine ne portait pas de traces de violence sexuelle. Ces premières indications semblent donc aller dans le sens des déclarations faites par le suspect sur la thèse de l'accident, mais elles n'éliminent cependant pas totalement les autres hypothèses qui étaient développées par les enquêteurs, dont celle du crime. Les jours qui ont suivi, c'est différent parce que vous apprenez que Karine va aller à Saint-Avold pour les autopsies. Et en fait, tout va très vite parce qu'il faut penser à l'enterrement puisque le corps, il est déjà tellement abîmé. À Bitche, il n'y a pas de frigo, donc il faut faire très vite. Vous êtes pris dans un tourbillon. On n'avait pas eu de décès dans la famille depuis longtemps. J'avais rien de noir, j'avais rien pour un enterrement. Il faut que vous pensiez à ce genre de détails. Vous savez juste que la vie d'avant, elle est finie. Que tout est foutu. Que
vous n'avez rien fait pour, que tout est foutu. Beach, c'est une ville d'un peu plus de 5000 habitants, c'est pas très grand, tout le monde se connaît, donc une affaire comme ça, forcément, ça laisse des traces émotionnelles très fortes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont très marqués par le souvenir de l'histoire de Karine. Ça m'a affecté beaucoup, je pense que ça a affecté beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants de Beach et de la région. Quand j'ai entendu le nom de l'assassin et de la jeune fille, je les connaissais tous les deux, enfin surtout le garçon, je le connaissais. Donc ça, c'était énorme, c'était horrible, je croyais rêver. Tout le monde se sentait un peu concerné, on va dire, par la peine et les circonstances qui étaient tristes et dramatiques. Beach est petit, on se connaît, j'avais des enfants du même âge, enfin ils se connaissaient, c'était très difficile. Là, je suis devant la pâtisserie Antoine, qui est une institution à Beach. Son patron, Franck Antoine, se souvient bien de cette époque. Il va nous raconter. Déjà, quand vous me dites ça, ça me remet en mémoire. Ça me fait un coup de frisson parce que c'est vrai que Beach, à vrai dire, on ne sait pas vraiment si c'est une ville, un village, c'est un grand bourg. Tout le monde portait le deuil, c'était très lourd, hein, c'était quelque chose. Parce que je pense que c'est dû aussi à la proximité des gens. Et c'est pas comme des grandes villes où chacun vit un petit peu dans son coin, quoi. C'est bien différent, hein. C'était comme si quelqu'un, la personne lambda avait perdu quelqu'un dans sa famille, quoi. Ça fait presque partie de l'histoire, en fait, de la commune, oui, maintenant. Ça fait partie de l'histoire, oui. Si on doit énumérer les choses qui sont arrivées, entre autres, c'est vrai que la ville de Beach a eu la Légion d'honneur, des choses comme ça. Et là, ça va faire partie des moments sombres de la ville de Beach, ouais. Pendant que les Beachoises et les Beachois tentent de soutenir la famille Schaff dans son deuil, l'enquête se poursuit. Stéphane Kraut explique qu'il a voulu faire une pointe de vitesse et qu'il roulait à 120 km/h quand il a percuté Karine. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital ? Pourquoi l'avoir cachée au fin fond de la forêt et l'avoir aspergée d'essence avant de mettre le feu à son corps ? Et d'ailleurs, quand est-elle morte exactement ? À ce moment-là, un autre personnage entre en scène, c'est la compagne de Stéphane Kraut, Péroline Garino. Elle est toute jeune, elle a 19 ans, il a d'ailleurs un tout petit bébé avec elle. Péroline va se répandre dans la presse et multiplier les déclarations contradictoires auprès des enquêteurs. Et puis un jour, elle finit par se confier à un journaliste en lui expliquant que Stéphane est parti ce jour-là avec l'intention de se faire une fille, dit-elle. Et elle révèle qu'elle est retournée avec lui le lendemain dans la forêt, là où le corps de Karine était caché, pour l'aider à le brûler. J'allais fumer une cigarette et je marche en même temps. Et machinalement, je me suis un peu rapprochée de l'endroit, inconsciemment et tout. Et donc, j'ai vu quelqu'un allongé par terre, quoi. Stéphane en train de vider les bouteilles d'essence. En fait, c'était prémédité, c'était voulu, c'était fait exprès. Pourquoi ? Il me disait toujours, je vais me faire une autre fille, j'en ai marre de toi. Voilà. Le journaliste convainc Péroline de tout dire aux enquêteurs. Ce sont ces révélations qui les font pencher vers un acte délibéré et pas un accident. Il y a les mots de Péroline, il y a aussi les rapports complets du médecin légiste et des experts qui viennent d'être bouclés. Karine a survécu au moins 1 heure après le choc. Ces fractures des côtes peuvent être dues à un écrasement par compression. Ça ne peut pas être lié à l'accident, mais ça peut arriver lors d'un viol. Et puis, même si son corps a été brûlé, il est établi qu'il était en partie dénudé, sans pantalon ni culotte. Il y a aussi la vitesse du véhicule au moment du choc avec le vélo. Il était autour de 30-40 km/h. Peu crédible pour une perte de contrôle. Stéphane Kraut continue de nier toute préméditation, y compris quand il est confronté à Péroline. Le juge d'instruction le met en examen pour viol et meurtre. Péroline aussi va devoir rendre des comptes. Elle est mise en examen pour modification des lieux du crime, mais comme elle n'est pas considérée comme dangereuse, elle reste libre, sous contrôle judiciaire. Le procès aura lieu 3 ans plus tard, en 2004. Vous savez tous les jours qu'il faudra que vous défendiez votre fille. Vous ne vivez plus que pour ça, pour défendre votre enfant au moment du procès. Vous vous levez le matin en pensant à ces jours-là et vous vous couchez le soir en pensant à ces jours-là. Vous pensez plus qu'à ça. L'attente du premier procès, c'est terrible. Vous avez régulièrement à aller chez le juge pour apprendre. Vous avez les résultats d'autopsie qu'il faudra qu'un jour ou l'autre vous décidez à lire avant de les apprendre crûment au procès. Donc vous apprenez comment qu'on a découpé votre enfant. Mais le pire, c'est entre les 2 procès. Parce qu'avant le premier, vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais quand vous en avez passé un, que vous avez dit un deuxième qui va venir derrière, là vous savez ce qui vous attend.
Ce que vous avez vécu, vous vous dites, il va falloir remettre ça une deuxième fois, mais c'est pas possible. Des journées aussi longues où il faut qu'on se tienne tranquille, alors qu'on aurait envie d'hurler. Devoir écouter tout ça tranquillement, sagement, pendant des heures et des heures. Voir l'assassin qui se balance bêtement sur sa chaise. Les avocats de la défense qui font tout pour essayer de gagner quelques mois ou d'amoindrir les faits de façon presque dégueulasse, parce que quand il n'y a pas possibilité d'amoindrir et qu'ils cherchent quand même... Je voudrais m'excuser de leur avoir ôté la vie de leur fille par cet accident inexcusable. Hier matin, pour la première fois, Stefan Kraut s'excuse, maladroitement auprès de la famille Schaff, des excuses plaquées dont la famille ne veut pas. Toute la matinée, Péroline et Stefan Kraut se sont confrontés, presque affrontés, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de la crémation de Karine. Au bout du compte, les éclaircissements ne sont pas là. Dans sa plaidoirie, Maître Worm souligne les incohérences, les trous noirs de l'accusé. Pour lui, Stefan Kraut est un menteur et un manipulateur. Ce jour-là, dit-il, il rôdait tel un lion à la recherche d'une proie. Pour lui, la vérité n'a pas réussi à émerger. Péroline avait d'ailleurs conclu hier matin devant la cour. Vous n'arriverez jamais à savoir, il n'y a que lui qui saura ce qui s'est passé. Après le procès en appel en 2006, le jeune homme est finalement condamné à 30 ans de réclusion par la cour d'assises de Nancy. Edith, 20 ans plus tard, et alors que Stefan Kraut est toujours en prison au moment où on discute, comment on vit avec ça malgré tout ? J'aurais jamais voulu qu'on puisse dire que... Vous voyez, cette femme là-bas, c'était la mère de Karine. J'ai toujours voulu mettre en valeur le souvenir de ma fille. J'estime que si je me laisse aller, c'est pas mettre en valeur son souvenir. Disons qu'avec le temps, j'ai réussi à mieux ranger les choses dans mon esprit. J'ai réussi à dissocier ma fille de son assassinat. Ranger tout ce qui était procès, assassin et tout dans des tiroirs bien au fond de mon esprit et garder Karine. Donc pouvoir parler de Karine, de sa jeunesse, d'elle, sans regarder sa photo, sans penser immédiatement drame et horreur. Je me rappelle à une époque, j'arrivais dans un magasin et je me vois encore devant une paire de chaussures. Et je prends la paire de chaussures en main et je me dis, qu'est-ce qu'elle irait bien à Karine, elle lui plairait celle-là. Et puis c'est là que vous faites, non. Donc un petit truc comme ça, et vous fondez en larmes et vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de culpabilité. À un instant, j'ai pu penser au drame. À un instant, j'ai pu penser, j'étais repartie dans ma vie d'avant. Donc tout ça, c'est un travail très progressif. Aujourd'hui, ce genre de choses ne m'arrive plus dans les magasins, mais il s'agit qu'on me dise je peux te poser une question. Il est où l'assassin ? Est-ce qu'il est encore en prison ? Et là, le livre se rouvre. Tous les petits tiroirs, ils se rouvrent. Tout revient. Le drame, l'enlèvement, les heures d'attente, les procès. Pour tenter d'aller mieux, Edith a trouvé elle-même des outils, dont un hobby qui peut paraître un peu surprenant. Il me fallait un défouloir, il me fallait quelque chose qui prouve que je suis là, que je suis vivante, que je suis réactive. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de vouloir faire du tir. C'était pas dans le sens de vouloir tuer quelqu'un ou massacrer quelqu'un, c'était dans le sens de montrer qu'on a de la volonté. La volonté de faire quelque chose, la volonté d'aller jusqu'au bout, la volonté de réussir dans quelque chose. Et en fin de compte, quand je vois avec le recul, je n'ai jamais regretté. Parce que je pense qu'à l'époque, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça m'a permis de soulager ma rage. Ça demande une telle concentration. Bon, alors tout le monde va croire que je me suis fait des films et que c'est pas le cas. Vous êtes obligé de mettre toute votre attention sur un geste. Et en fin de compte, ça vous permet d'évacuer. Edith est même devenue championne de tir. Mais elle a d'autres petits plaisirs, le jardin, le tricot, la peinture, le bricolage, les balades. Elle dit qu'après tout, 1 minute, 1 seconde où on a souri dans une journée, c'est déjà ça. Et depuis peu, elle s'est remise au piano. C'était son piano, normalement, c'était elle qui en jouait. Il était resté muet depuis son enlèvement. Et là, je me suis tout d'un coup décidée. Bravo! C'est pas mieux. C'est bien. Non, mais c'est pas mieux. C'est comment le nom du livre? C'est pas La méthode rose? C'est La méthode rose, c'est la base. J'ai appris avec ça. C'est Karine qui l'avait, je l'ai repris, celle de ma fille.
C'était l'affaire Karine Schaff. Dans la série Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Reportage Magali Fichter, prise de son et mixage Pierre-Yves Renoux. Crimes et témoignages, c'est le podcast fait divers de France Bleu. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.